Roman afin de recueillir son retour d'expérience après 6 années passées à la tête de cette autorité publique indépendante et de faire le bilan de son mandat. Bien entendu, la question de l'avenir des concessions autoroutières a tenu une place centrale dans nos échanges. Si ce sujet suscite un vif intérêt au Sénat et dans notre commission depuis plusieurs années, il est au cœur de l'actualité depuis la publication en mars dernier du rapport de l'Inspection générale des finances qui a fait grand bruit. Il nous semblait aujourd'hui essentiel de vous entendre et de recueillir votre expertise en tant que régulateur des transports sur ce sujet désormais incontournable, alors que la date d'échéance des premières concessions autoroutières approche. Cette audition est d'autant plus précieuse pour la réflexion menée par notre commission sur l'avenir des concessions d'autoroutes que l'ART a publié en janvier 2023 son deuxième rapport sur l'économie des concessions autoroutières. J'aimerais vous interroger sur quelques points à la lumière de ce rapport. En premier lieu, l'élargissement des compétences de l'ART au secteur autoroutier en 2016, l'autorité a rendu pas moins de 17 avis sur des projets d'avenant à des contrats de concession qui portaient sur un total de plus de 2 milliards d'euros de hausse de péage. Le rapport indique que les recommandations formulées par l'autorité dans le cadre de ces avis a permis de limiter de 15% les hausses de péage supplémentaires pour un montant d'économie évalué à 303 millions d'euros. Pourriez-vous détailler la décomposition de cette somme et les leviers qui ont permis de dégager cette économie significative au profit des usagers? Ces chiffres témoignent assurément de l'efficacité de la régulation, mais aussi des limites du système concessif auquel pâtit de certaines asymétries entre les différentes parties du contrat. De manière plus globale, à la lumière de ce rapport, quel regard portez-vous sur les relations entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes? Et celle-ci vous semble-t-elle déséquilibrée? Ma deuxième question porte sur la rentabilité des sociétés concessionnaires d'autoroutes, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, qui suscite de vifs désaccords. Nous avons d'ailleurs recueilli des points de vue très divergents sur cette question lors de notre cycle d'audition. Comme vous le savez, le rapport de l'IGF, rendu public en mars dernier, fait état d'une surrentabilité des concessions d'autoroutes par rapport aux projections réalisées au moment de la privatisation des autoroutes en 2006. En revanche, l'ART évalue le taux de rentabilité interne des SCA à un niveau proche des prévisions des contrats, entre 6,3% pour les concessions récentes et 7,8% pour les concessions historiques. Pourriez-vous nous éclairer sur la manière dont l'ART appréhende cette épineuse question sur la rentabilité des sociétés de concession autoroutière? En quoi votre méthode de calcul diffère-t-elle de celle employée dans les travaux de l'IGF? Ma troisième question porte sur la manière d'appréhender le terme des concessions autoroutières, dont la première échéance est fixée à 2031. En mars dernier, le ministre Bruno Le Maire a demandé au Conseil d'État d'explorer des pistes pour réduire la durée des contrats de concession en cours. Selon des informations, on n'a pas l'information officielle, selon des informations parues hier dans la presse, la haute juridiction administrative s'est dite défavorable à un raccourcissement de la durée des concessions sans contrepartie, mais elle s'est montrée ouverte sur une possible augmentation de la pression fiscale pesant sur les concessions autoroutières. Devant notre commission, Bernard Roman avait indiqué la focalisation des débats concernant les autoroutes sur la durée des concessions. Plutôt que de remettre en cause le système actuel, il préconise de mener dès aujourd'hui une réflexion sur la manière dont les futurs contrats seront conçus pour parvenir à une gestion des infrastructures plus efficace et plus équilibrée. À cet égard, votre rapport de janvier 2023 dresse des pistes intéressantes pour remédier aux lacunes actuelles du système concessif, notamment en réduisant la durée des futurs contrats, en encadrant plus strictement leur renégociation et en favorisant un meilleur partage des risques. Pourriez-vous nous exposer ces pistes de réflexion? Identifiez-vous des modèles dont nous pourrions nous inspirer sur ce sujet parmi nos voisins européens? Enfin, ma dernière question porte sur la fiscalité des autoroutes. Dans le cadre du plan d'avenir pour les transports, la Première ministre a évoqué l'idée de mettre davantage à contribution le secteur autoroutier pour financer d'autres modes de transport, à commencer par le mode ferroviaire, qui va nécessiter des investissements très conséquents dans les prochaines décennies. Quel regard portez-vous sur cette proposition? Je rappelle que depuis 2021, les sociétés concessionnaires d'autoroutes remettent en cause le versement de la contribution volontaire
exceptionnel à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFIT. Compte tenu de l'indexation de la taxe d'aménagement du territoire sur l'inflation, nous pourrons d'ailleurs évoquer cette question mercredi prochain avec Patrick Vergrit, le nouveau président du conseil d'administration de l'AFIT, que nous entendons dans le cadre du même cycle d'auditions consacré aux autoroutes. Dans ce contexte, comment voyez-vous l'institution de nouvelles taxes visant le secteur autoroutier? Monsieur le Président, je vous cède sans plus tarder la parole pour répondre à ces quelques questions avant de laisser mes collègues vous interroger. Et je tiens à vous dire d'ores et déjà que je devrais vous quitter aux alentours de 10 heures, ayant un participant à un colloque SNCF. Et c'est Didier Mandelli qui va me remplacer. Merci. Je vous cède la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous remercier, vous et le Sénat, de nous convier à cette rencontre pour que nous puissions échanger sur l'avenir des autoroutes dans notre pays. Je suis venu avec la délégation, d'abord Sophie Oconi, qui est une vice-présidente de l'autorité comme moi, qui vient d'un horizon un peu différent, l'Assemblée nationale. Et je la remercie beaucoup d'accepter de venir ce matin. Et puis les services, avec à la fois le secrétaire général et le directeur des services qui suit plus particulièrement les dossiers dont nous allons parler ce matin. Et vous savez que j'ai connu ce lieu par le passé et je reviens toujours ici avec beaucoup de plaisir, même si évidemment pas mal de choses entre-temps ont changé parce que le temps passe vite. Alors pour parler un petit peu du sujet qui nous préoccupe, on m'avait dit que j'avais le cas échéant 5 minutes d'introduction, donc je vais essayer de mettre l'essentiel de ces 5 minutes sur un sujet précis, car si je n'avais qu'un message, ce serait qu'il faut engager dès maintenant la préparation de la fin des concessions historiques. J'avais commencé à le dire quand nous avons sorti le dossier. Aujourd'hui, les choses semblent avancer dans la bonne direction et je m'en félicite vraiment parce que nous avons besoin de nous en occuper aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, le temps passe très vite et que si nous ne prenons pas dès à présent les bonnes décisions, les bons travaux qui sont à faire, nous risquons d'être à court lorsque viendra le moment de la passation de témoins de ceux qui, pour l'essentiel, dirigent les travaux et gèrent ces établissements. Il ne reste en effet que moins d'une dizaine d'années avant l'échéance du premier contrat historique. C'est une durée particulièrement courte au regard du nombre et de l'ampleur des chantiers à conduire. D'abord, il faut s'assurer du bon déroulement de la fin des concessions en cours. Ça paraît évident. Mais quand on gratte un petit peu dans le détail, quand on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travaux qui sont à faire et qui étaient prévus dans le cadre des chantiers pour lesquels les concessionnaires ont la responsabilité devant l'État, eh bien, on se rend compte que nous avons effectivement un ensemble important de travaux qui sont encore à réaliser. Il y a 3 principaux chantiers dans ce cadre qui n'épuisent pas la liste. Ces 3 chantiers, c'est premièrement, il s'agit de recenser l'ensemble des investissements prévus dans les contrats pour s'assurer qu'ils soient bien réalisés avant leur échéance. Si on regarde un petit peu ce que ça peut représenter en chantier, en travaux, on peut imaginer que ça fasse 1 milliard, voire 2 milliards de travaux. C'est donc pas complètement accessoire. Deuxièmement, alors que les contrats de concession prévoient que les infrastructures autoroutières doivent être rendues en bon état à leur échéance, il s'agit évidemment de définir clairement cette notion de bon état pour les biens de retour afin de chiffrer les travaux associés et de mettre en œuvre le programme correspondant. Difficile de parler de rendre en bon état si on ne définit pas au préalable ce que signifie bon état. On avance, mais ce n'est pas encore terminé. Troisièmement, il faut assurer la continuité du service afin d'éviter toute interruption dans les circulations autoroutières, évidemment. Ensuite, il faut anticiper les modalités de gestion du réseau autoroutier à l'issue des contrats et à cette fin, il est impératif de poser sereinement les termes du débat sur différentes questions qui, là aussi, sont variées et rarement simples. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir d'ores et déjà abordé ce sujet. Je vais y revenir dès que j'aurai fini mon propos introductif. On pense d'abord au choix du futur modèle d'exploitation, poursuite des concessions, nouvelle forme de partenariat public-privé, mise en régie.
mais il faudra aussi s'interroger sur l'éventuel redécoupage géographique du réseau autoroutier, ainsi que sur le choix de la durée et les conditions d'attribution des éventuels nouveaux contrats d'exploitation. Il sera également nécessaire d'examiner les nouveaux investissements à réaliser, notamment en lien avec les enjeux climatiques. Cette fois encore, la liste n'est pas exhaustive et négliger l'étendue de ces travaux serait une erreur. Ce serait prendre le risque de manquer de temps pour les accomplir dans de bonnes conditions. Or, nous sommes face à une occasion historique de faire évoluer le modèle actuel. Dans le choix du futur modèle de gestion, il faudrait être attentif aux modalités de régulation, qui là aussi ne sont pas aujourd'hui pleinement satisfaisantes. J'y reviendrai assez légèrement, mais de là où nous sommes, évidemment, nous sommes bien placés pour en juger. Il est indéniable que le modèle concessif possède des vertus. Il repose sur une logique d'usager-payeur qui crée un cadre propice à la réalisation d'investissements et qui participe à la couverture des coûts de la route ainsi qu'aux objectifs de report modal. Mais il comporte aussi des imperfections dans l'éventualité d'une remise en concession du réseau. L'ART préconise en particulier 2 évolutions du modèle concessif qui visent à mieux encadrer sa rentabilité. Vous le disiez, Bernard Romand déjà l'évoquait. Le premier et principal point qu'il convient de réinterroger est la durée des contrats, car les contrats trop longs génèrent des renégociations en faveur des acteurs en place, puisque c'est uniquement entre l'État et les concessionnaires. Et quand vous regardez bien, il n'y aura pas de concurrence. Et donc, c'est des réattributions sans concurrence sur des sommes qui ne sont pas évidemment négligeables. L'ART estime que les futurs contrats devraient être plus courts que les contrats actuels afin de permettre des remises en concurrence plus régulières. Il faut bien sûr mettre en balance les bénéfices attendus d'une mise en concurrence régulière, d'une part, et les contraintes inhérentes à la gestion d'une infrastructure routière, d'autre part. Il ressort des travaux de l'ART qu'une durée de l'ordre de 20 ans offrirait les conditions de cet équilibre. La durée des contrats découle en principe des investissements à mener, si bien que certains acteurs affirment qu'il ne serait pas possible d'envisager des contrats courts si des investissements importants devaient être réalisés. Ils laissent entendre qu'il en résulterait nécessairement des péages plus, voire trop élevés. Nous pensons au contraire qu'il est possible d'imaginer des mécanismes permettant de concilier une durée courte, des péages acceptables et, si cela se révélerait nécessaire, des montants d'investissement importants. L'ART a mis en exergue une solution en particulier, le mécanisme de la soulte. Il s'agit d'une approche parmi d'autres pour aboutir à des contrats courts et aucune ne doit être écartée a priori. En tout état de cause, il est essentiel que l'État anticipe cette question, faute de quoi il pourrait se retrouver contraint de s'engager vers le renouvellement de contrats longs et manquerait une occasion historique de réduire la durée des contrats. Le deuxième point porte sur les négociations entre concédants et concessionnaires qu'il faut encadrer plus strictement. Par définition, en effet, les modifications contractuelles sont opérées en dehors de toute procédure concurrentielle. Compte tenu de l'asymétrie de négociation entre le concédant et le concessionnaire, le risque, sans une régulation forte, est que les hypothèses servant de base à la compensation octroyée aux concessionnaires pour la réalisation d'opérations non prévues par le contrat initial soient établies dans un sens qui n'est pas favorable à l'usager et de façon plus générale à l'État. À cet égard, il peut être utile de rappeler que depuis sa prise de compétence au 1er janvier 2016, vous le disiez, Monsieur le Président, l'autorité a été saisie 17 fois de projets de modification de contrats de concession. Ces projets portaient sur des opérations que le concédant et le concessionnaire envisageaient de compenser par plus de 2 milliards d'euros de hausse de péage. Les analyses de l'autorité l'ont conduite à recommander aux concédants, dans ses avis consultatifs, de réduire de 800 millions, pas simplement les 300 qui ont été retenus, mais de 800 millions d'euros, ces hausses de péage, sans dégradation de la qualité du service rendu à l'usager. L'autorité a été partiellement suivie par le concédant, qui a réduit d'un peu plus de 300 millions d'euros les hausses de péage qu'il avait initialement négociées avec le concessionnaire. Pour le dire autrement, d'une part, ce sont 1,7 milliard d'euros qui, par construction, ont été négociés de gré à gré, sans recours à un appel d'offres. D'autre part, sur ce montant, 500 millions d'euros, c'est l'analyse que nous faisions, de hausse de péage restait discutable selon l'ART.
Alors je vais en 2 mots en parler un petit peu puisque vous posiez la question sur quelle base est-ce que nous nous sommes fixés. La première chose, quand on a fait l'analyse de ce qui était prévu dans ces contrats, on s'est rendu compte qu'il y a une part de travaux qu'il était prévu dans l'extension des péages, une part des contrats qui prévoyait des travaux qui étaient d'ores et déjà prévus. C'est-à-dire qu'on allait les financer 2 fois par des hausses de péages successifs. C'est quand même un peu cavalier. Donc nous pensons que la moindre des choses, avant d'aller aux conclusions, il faut bien regarder le détail de ce qui est prévu. Alors parfois, il y a eu des discussions sur l'analyse en disant « oui, mais c'était prévu d'une seconde fois sans qu'on soit allé dans le détail ». Nous estimions que les montants qu'on a vus au niveau de ces travaux qui nous semblaient déjà faits, ce sont 170 millions d'euros de travaux, les 300 millions qui ont été retenus, qui sont venus ainsi tout simplement chiffrer sur la base de nos services qui ont regardé le détail de ce qui était dans les contrats et de ce qui était renégocié pour le financer une deuxième fois. Ça nous avait un peu surpris. Puis la deuxième chose, c'est que nous avons aussi des discussions sur le montant des travaux qu'on va financer par ces augmentations de tarifs. Parce que là aussi, la question se pose, qui fait l'évaluation des travaux qui est à faire? Et donc nous avons mis en place au niveau de la RT une cellule et des données qui permettent aujourd'hui de rendre, et nous estimions parfois sur un certain nombre d'opérations qu'elles étaient surévaluées. Nous avons donc fait une nouvelle évaluation qui nous semblait plus réaliste par rapport au coût réel sur le terrain de ce que coûteraient les opérations. Et quand on faisait le total de tout ça, on arrivait à 800 millions. On a été entendu sur 300, c'est toujours 300 millions qui ont été économisés au travers de ceux qui payent les péages sur ces autoroutes. Mais ce sont des choses qui pour nous sont importantes. Et évidemment, il faudra que pour la suite de l'existant, il faut qu'on soit extrêmement précis. La prise en compte limitée des recommandations de l'ART pour amener le législateur à réinterroger la portée des pouvoirs qu'il a confiés à l'ART en la matière. En effet, nous sommes là avec la possibilité de donner un avis. Nous ne décidons pas. On pourrait imaginer, au travers d'un nouvel examen des compétences de l'ART, que le cas échéant, on puisse avoir une position qui permette de s'imposer et qu'on soit obligé de démontrer que les chiffres que nous avons donnés ne sont pas les bons. Nous sommes prêts à en discuter. Que ce soit nous ou d'autres. Vous savez, moi, ma durée au travers de l'ART, c'est encore 1 an. Ça ne sera pas pour moi, mais c'est pour l'efficacité du fonctionnement de nos institutions et de l'utilisation de l'argent public. Je n'imagine pas que lorsqu'il s'agit de milliards d'euros, on puisse en décider sans avoir véritablement, au préalable, vérifié l'utilité et vérifier la réalité des chiffres qui sont indiqués. Voilà, Monsieur le Président, ces propos introductifs que je souhaitais faire et si vous le voulez bien, je reprends tout de suite les questions que vous avez posées autour de la question de la rentabilité des concessions. En réalité, quand on regarde bien, il n'y a pas tant d'écart que cela. Parce qu'il faut regarder ce que nous entendons quand nous utilisons le mot rentabilité. Il faut bien comprendre que l'autorité analyse la rentabilité des concessions d'autoroute sous l'angle du péage payé par l'usager. Précisément, l'autorité mesure la rémunération de l'ensemble des capitaux engagés dans la concession, c'est-à-dire à la fois des fonds propres apportés par les actionnaires et de la dette sur toute la durée du contrat. C'est-à-dire depuis que ces autoroutes sont en concession. Et pas uniquement depuis 2006, qui était la période de libéralisation des propriétés des autoroutes, qui était l'approche qui avait été retenue par l'autorité budgétaire de l'État. Donc nous avons été sur cette durée totale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est ce que nous demande la loi. La loi nous demande
de suivre cette évolution sur la durée totale, et donc nous le faisons sur la durée totale, tout en ayant évidemment la possibilité, bien sûr, de comparer. Car en deuxième temps, on peut se poser la question à combien cette rentabilité s'élève-t-elle? Les estimations les plus récentes de l'autorité concluent à un taux de rentabilité interne projet, un TRI projet, pour les 7 principales concessions historiques de 8%. C'est-à-dire que les péages auront rémunéré les capitaux engagés sur toute la durée des concessions historiques, soit de 64 à 75 ans, sur la base d'un taux d'intérêt de 8%. C'est d'ailleurs là aussi qu'on voit que la durée totale, c'est quand même relativement compliqué parce que c'est entre 64 et 75 ans. Chacun aura compris que c'est relativement long. C'est 3/4 de siècle pour les 75 ans. C'est parfois compliqué de le faire. Si on était sur des durées plus courtes, évidemment, ce serait plus facile. Dans ce travail, la priorité de l'autorité, dont l'action comprend un volet important consistant à éclairer le débat public, c'est de donner les éléments quantifiés pour que chacun puisse, s'il le souhaite, faire les comparaisons adéquates et avoir sa propre appréciation de la rentabilité des concessions. En tout état de cause, conclure que la rentabilité des capitaux engagés dans ces concessions historiques appréciées sur toute la durée de ces concessions est manifestement excessive est en tout cas une évidence. C'est ce que les travaux de l'ART démontrent. Certes, un TRI projet des concessions à 8% s'avère supérieur aux attentes moyennes du marché. Selon les estimations de l'ART, elles étaient de l'ordre de 7% sur cette période. Et pour un investissement de ce type, cela signifie qu'à l'échéance des contrats, les recettes perçues durant le contrat dépasseront les coûts, y compris la juste rémunération des capitaux investis. Néanmoins, compte tenu des risques transférés et de la durée de la concession, cet écart n'est pas incompatible avec les aléas normaux de la concession, les choses allant de 7 à 8%. Troisième temps, quelles conséquences peut-on en tirer? Ces analyses ne ferment pas la question du niveau de rentabilité. Les débats actuels sur le TRI, sa mesure et son interprétation ne doivent pas nous faire oublier les vrais enjeux en matière de régulation du secteur, car il s'agit d'un fait établi, documenté. Plusieurs imperfections du modèle concessif actuel tendent à s'accompagner d'effets haussiers sur la rémunération des capitaux investis par le concessionnaire. Dans ses travaux, l'ART l'a constaté à plusieurs reprises. Je ne donnerai aujourd'hui que 2 exemples. Le premier, je le ferai de façon assez courte, les négociations de gré à gré pour la réalisation de nouvelles infrastructures sont souvent avantageuses pour le concessionnaire. Depuis 2016, le concédant a contractualisé 17 avenants à des contrats de concession correspondant à une hausse cumulée de 1,7 milliard d'euros des péages. Les analyses de l'ART avaient montré que sur ce montant, 500 millions d'euros de hausse de péage restaient discutables. C'est donc un demi-milliard de trop, c'est ce que nous avons estimé, que les usagers financeront à travers des péages. Deuxième exemple, les contrats comprennent des investissements à réaliser, notamment les élargissements, qui n'ont pas encore été exigés du concessionnaire. Il s'agit pourtant de montants importants de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Si le concédant ne fait pas valoir ses droits, ces investissements auront été payés par l'usager sans qu'ils ne soient réalisés. Et là, nous sommes dans de la réalité quotidienne, hein, ce n'est pas des choses à l'horizon. Quatrième temps, quelles actions concrètes peuvent être engagées? Je le disais, dans les médias, une gestion rigoureuse des contrats permettrait de contenir la rentabilité des concessions. Durant la prochaine décennie, la qualité du pilotage du concédant impactera les charges et les recettes des concessionnaires. Une bonne gestion du contrat contiendra la rentabilité dont bénéficient les concessionnaires. À l'inverse, un manque de rigueur pourrait permettre une dérive significative. Les enjeux financiers associés sont colossaux. Une mauvaise gestion de la fin des concessions pourrait coûter des milliards d'euros à l'État. À l'avenir, si le choix est fait de maintenir des concessions, l'encadrement des nouvelles concessions devra être renforcé. Les contrats devraient être plus courts, une durée, je le disais, de l'ordre de 20 ans. En cas de maintien de contrats longs, le cadre régulatoire applicable aux avenants devrait être revu pour être plus contraignant. Voilà les réponses à l'une ou l'autre des questions que le président avait souhaité évoquer dès le début. Il y en avait d'autres. Alors là, nous sommes sur la question de la fiscalité. Les autoroutes pourraient-elles contribuer via la fiscalité aux investissements dans le ferroviaire?
préalable, je voudrais rappeler que les questions de fiscalité, tout comme celles relatives à l'affectation des ressources de l'État, ne relèvent pas directement des compétences de l'autorité. C'est le Parlement, c'est le gouvernement, ce n'est pas nous. Donc, j'émets simplement des remarques, mais qui ne vont pas plus loin. Des contentieux sont en cours entre l'État et les sociétés concessionnaires sur la question de l'indexation de la taxe d'aménagement du territoire, et c'est au juge qu'il appartiendra de trancher, et évidemment nous appliquons ce que dira le juge. Je peux néanmoins apporter des éclairages sous l'angle des conséquences sur le péage. Juste petit point. Le secteur autoroutier contribue déjà au financement des transports à travers la fiscalité spécifique à ce secteur. Les taxes spécifiques payées par les SCA, la redevance domaniale et la taxe d'aménagement du territoire représentaient 935 millions d'euros en 2022. Ce n'est pas négligeable, presque 1 milliard. Pour aller plus loin, il faut examiner les outils offerts par la nouvelle directive Eurovignette qui permettent de mettre en place des redevances pour coûts externes. Il s'agit de mettre en place un principe de pollueur-payeur. Il est ainsi possible d'intégrer dans le péage la valeur des rejets polluants des véhicules, des émissions de CO2, de la pollution sonore ou encore de la congestion. Cela permet de dégager des moyens pour financer des modes de transport alternatifs tout en incitant à des comportements plus vertueux. C'est aussi un début de réponse à l'autre question qui était de savoir est-ce qu'on peut, le cas échéant, financer du ferroviaire sur la base des travaux au niveau des autoroutes. Au-delà, l'ART a mis en évidence dans son rapport de janvier 2023 l'effet d'aubaine dont les sociétés concessionnaires ont bénéficié avec la baisse du taux d'impôt sur les sociétés entre 2018 et 2022. Et nous avions chiffré ce montant à 7,9 milliards d'euros jusqu'à la fin des concessions historiques. Donc d'un côté, il y a 935 millions d'euros dont il est question, puisque c'est une ponction qui est opérée sur les sociétés concessionnaires. Voilà, ça sera tranché, le juge aura tranché. Mais en même temps, les avantages qui auront été servis par la loi, c'est 7,9 milliards. Je n'ai pas à en discuter. Enfin, je relève que si les questions sont d'1 milliard d'un côté, elles sont de l'ordre de 8 milliards de l'autre. Donc nous avons l'occasion ici de voir qu'il faut évidemment suivre ces dossiers de façon très précise. Nonobstant, si le Conseil d'État ouvre la voie, puisqu'il a dit qu'il allait trancher, ouvre la voie à une augmentation de la fiscalité fixant sur les autoroutes sans compensation par des hausses de tarifs, alors il faudra regarder comment nous pourrons rééquilibrer les choses de façon la plus raisonnable possible. Voilà des réponses rapides à quelques-unes des questions que le Président avait bien voulu poser. Et je suis, j'allais le dire, je sais qu'on m'a dit c'est uniquement un qui peut parler. Enfin, si sur un sujet ou sur un autre, à la fois les services où ma collègue pouvait, le cas échéant, compléter les réponses ou apporter une sensibilité à laquelle je n'aurais pas pensé, je demande votre indulgence. Voilà, Monsieur le Président, les remarques préalables que je souhaitais faire. Merci, Monsieur le Président, pour l'ensemble des éléments que vous avez pu aborder et puis surtout pour les projections que vous avez pu dessiner également, source de réflexion, y compris sur l'émission de l'ART pour le Parlement. Donc vous pourrez évidemment répondre les uns ou les autres indifféremment, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Je vais donner la parole à trois de nos collègues. On va faire par série. Donc Bruno Belin, ensuite Angèle Préville et Olivier Jacquin. Bruno. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Richer, ravi de vous revoir dans cette maison. Grand plaisir par votre autorité. Alors je dis à vous en saluant notre ancienne collègue députée d'Indre-et-Loire, Sophie Ogoni, parce que ça montre par l'un et l'autre, par vos attachements territoriaux, combien effectivement vous connaissez les sujets des
des territoires et c'est essentiel pour l'autorité que vous représentez devant cette Assemblée ce matin. J'en reviens sur la question très terre-à-terre, parce que là, dans votre première intervention, Monsieur le Président, vous avez évoqué 900 millions, des milliards, mais très terre-à-terre, ce qui compte aujourd'hui pour bon nombre de nos compatriotes, c'est effectivement la hausse des péages. Nous avons dans cette maison, il y a quelques semaines, auditionné Vinci. J'ai eu l'honneur d'être à la manœuvre à ce moment-là. On ne les a pas sentis très à l'aise sur la question, effectivement, de la légitimité de cette hausse. Et puis, bon, vous avez évoqué la durée des concessions, mais je vous dis de façon très pratico-pratique, ce qui m'ennuie, c'est effectivement cette augmentation du coût des péages, finalement, sans autre justification de leur part. Alors, vous, comme autorité, vous avez accès au compte des gestionnaires. Donc, pouvez-vous dire aujourd'hui si cette hausse est légitime? Et je vais plus loin, est-ce qu'il y aurait un moyen de la contraindre si effectivement vous estimiez qu'elle n'avait pas la légitimité tout simplement comptable? Je vous remercie. Merci Bruno. Angèle, la question merci suivante. Président. Donc merci d'abord pour votre propos, juste par là, voilà, pour votre propos liminaire. Merci pour votre vigilance très aiguë sur le sujet et votre travail vraiment d'expertise. Alors moi, il y a déjà des questions qui ont été posées, mais vous avez évoqué le bon état. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous allez établir une feuille de route, en fait, ou quelque chose dans ce goût-là pour établir ce qu'est le bon état en fin de contrat? Également, vous avez parlé de gestion rigoureuse des contrats. Et moi, je me pose la question, après tout ce que j'ai entendu, est-ce que cela va être suffisant ou est-ce qu'il va falloir préciser encore davantage les contrats? Voilà pour mes questions. Merci. Merci Angèle. Ensuite, Olivier Jacquin. Merci Président Mandelli. Ravi de retrouver mon ancien président de région, Philippe Richert, ici. J'ai plusieurs questions sur le sujet. Je pense que vous avez dans votre propos introductif répondu avec éloquence sur le déséquilibre de la relation, sans jamais prononcer le mot déséquilibre, mais tous les exemples que vous avez donnés en attestent très largement. Et je salue le fait que vous appeliez dans l'éventualité d'un renouveau du concessif, à des contrats beaucoup plus courts et mieux révisés régulièrement. Alors, moi, j'attendais beaucoup de cette audition sur un des points qui m'a troublé. Nous avons, et je remercie le Président, engagé un gros travail d'audition sur le domaine des concessions autoroutières. Et on a assisté ici à une bataille de chiffres qu'il est difficile d'arbitrer entre les tenants du TRI projet et les tenants du TRI actionnaire. Alors vous avez redit votre position très nette en faveur du TRI projet, mais notre collègue Vincent Delahaye, qui était président de la commission d'enquête des autoroutières, fustige cette méthode et va plutôt dans le sens de l'IGF. Et l'IGF elle-même a salué les travaux de Vincent Delahaye et sa méthode pour approcher la rentabilité des autoroutes. Donc vous avez donné des éléments en faveur du TRI projet. J'aimerais que vous vous positionniez mieux dans la bataille de chiffres à laquelle nous avons assisté et qui a été partiellement publique. Et ça me semble un point important d'éclairer notre Haute Assemblée sur cette question-là. Deuxième question, je porte une proposition de résolution en faveur d'un projet qui s'appelle Route de France, qui a été un temps porté par la haute administration en matière de mobilité et qui, contrairement à bien des hypothèses, n'est pas en défaveur du concessif, mais prône un renouveau absolu, et notamment la prise en compte d'un certain nombre de désordres, et le premier étant le mauvais état du réseau routier national non concédé, qui n'est pas dans votre champ d'expertise, bien sûr, mais en créant un établissement public qui gérerait l'ensemble des autoroutes à la fin des contrats. À la fin des contrats, ça veut dire sans aucune indemnité des concessionnaires actuels. On pourrait, à terme, avec la directive Eurovignette, rééquilibrer un dispositif et, en quelque sorte, flécher l'argent de la route vers la route, dans un premier temps, puis éventuellement vers le ferroviaire. Je vais en rester là. Peut-être une dernière question sur l'utilité de l'ART.
contre, on sent qu'au niveau de l'exécutif, le renouvellement de la présidence de l'ART semble poser des questions. Je suppose que vous n'allez pas vous exprimer sur le sujet et vous n'avez pas d'informations. Vous nous avez parlé de la fin de votre mandat d'ici 1 an et vous êtes bien président par intérim. Voilà. Président par intérim, c'est-à-dire que je suis vice-président et le plus ancien grade, ce qui me fait revenir, et j'en suis très fier, ce titre de président, mais nous travaillons beaucoup, j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant l'Assemblée, nous travaillons beaucoup de façon collégiale. Et travailler de façon collégiale, ça veut dire que chacun y participe réellement, et comme nous sommes 4 vice-présidents, ça veut dire que chacun apporte sa vision, sa façon de faire, et je crois pouvoir dire que ça se passe plutôt bien. Au début, on m'avait dit, certains journalistes avaient dit, Richert a été nommé, en gros, c'est quelqu'un de la droite pour contrer Roman qui était plutôt de gauche. Et personne ne contestera qu'il était plutôt de gauche. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et aujourd'hui encore, les choses se passent de façon très constructive. Et le principe dans une collectivité ou dans une institution, quelle qu'elle soit, c'est que chacun apporte en fonction de sa vision, de sa façon d'avancer. Et c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai essayé dans ma vie toujours de le faire de cette façon. Et c'est plutôt positif. Et j'avoue qu'à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié. Et j'apprécie beaucoup travailler au sein de l'ART. Je me permets de dire aussi accessoirement, c'est juste un détail, grâce à la qualité de nos services. C'est juste un détail, mais ça compte aussi. Et je sais qu'au niveau du Sénat, le travail des services est aussi très remarquable. Alors, si vous le voulez bien, je vais revenir sur les 4 interventions. D'abord, Bruno Belin, la question de la hausse des péages et que les sociétés autoroutières ne sont pas toujours très à l'aise. Au départ, il nous avait vraiment en grippe, pour tout dire, en expliquant que est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une autorité. Nous, on était d'avis que ce que faisions n'était pas inutile. Aujourd'hui, ces mêmes autoroutes font plutôt appel à nous pour démontrer par rapport à la position des services fiscaux que l'analyse qui est faite par eux, avec les 11-12%, bien sûr un sujet différent d'une autre, était à relativiser et s'appuie volonté sur nos résultats aujourd'hui. Nous avons fait dans le premier document, l'année dernière, un travail qui mettait les bases pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, notamment sur la question de la rentabilité, sur la question de l'utilisation financière et la façon, le cas échéant, de remettre tout cela à l'équerre. Et ce support était pour nous l'occasion de dire où nous nous trouvons. Ce n'est pas à nous de décider. Ceux qui décident, c'est le gouvernement et c'est le Parlement qui décident. Nous, on apporte la contribution et on fait ce qui nous est demandé par le Parlement, en grande partie, aussi par le gouvernement, un peu moins. Lorsqu'il y a eu des avancées au niveau des compétences de l'ART, c'est particulièrement le Parlement qui a fait avancer les sujets, ce n'était pas trop le gouvernement. Et nous avions été, lors des dernières révisions, à proposer au Parlement, Sénat compris, un certain nombre de ces propositions que nous retrouvons ici. Il eût suffi que le Parlement les prenne et c'était réglé. Si je continue à en parler, c'est que le Parlement ne l'a pas repris. Et nous estimions à l'époque, comme je le dis maintenant, que c'est nécessaire parce que ça permet d'assainir la situation. Nous n'avons pas d'intérêt, nous ne gagnons pas plus ou moins en fonction de l'avis que nous donnons. Nous essayons, sur la base des travaux très sérieux qui sont faits, d'apporter des contributions pour éclairer le débat. Alors, au niveau de cette façon d'éclairer le débat, comment contraindre la question qui était posée, comment est-ce que nous pourrions contraindre? Si on donne la possibilité à l'autorité de décider au lieu de donner simplement un avis au gouvernement, ça change quand même beaucoup la donne. Nous ne voulons pas à tout prix augmenter nos compétences pour faire de la gonflette. On le fait parce que nous estimons que dans le cadre du renouvellement des concessions, s'il y a renouvellement des concessions, on ne peut pas repartir avec les mêmes bases. Il faut prendre un certain nombre de précautions.
Et parmi ces précautions, il y a, entre autres, la compétence de l'autorité pour permettre tout simplement que dans le débat qu'il y a entre l'État d'un côté et les concessionnaires, qu'il y ait une forme d'équilibre, puisque le concessionnaire, lui, il est au courant de tout. Et comment voulez-vous, après 50 ans d'exercice de responsabilité sur des tronçons autoroutiers, qu'il ne soit pas mieux renseigné que l'État sur les montants des travaux qui sont à faire? Nous estimons qu'il est indispensable que nous ayons une égalité d'information. Et nous sommes là pour donner ces informations, nous les donnons régulièrement au ministère. À titre personnel, moi j'estime que nous n'avons pas assez de retours, on pourra en avoir plus. Ça ne veut pas dire que nous prendrons systématiquement la position du ministère, nous sommes là pour être indépendants. Mais je crois qu'il faut que dans ces années qui viennent, parce que ça ne correspond pas juste à l'autorité de régulation des transports, c'est valable pour toutes les autorités indépendantes, si on veut être utile dans la réalité de ce que nous faisons. Donc je pense qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Alors, l'autre question qui avait été posée ensuite sur le bon état. Je veux dire que globalement, nous avons un réseau autoroutier, celui qui a été géré par les concessions, qui est en bon état. Je me souviens encore du temps d'avant, il n'y a pas photo entre ce qu'il y avait avant et maintenant. On a beaucoup avancé. Comme je suis alsacien, je regarde évidemment souvent de l'autre côté. Ils ont un système autoroutier qui était sans comparaison meilleur que le nôtre. Actuellement, je trouve qu'on peut commencer à comparer. Et nous avons un État autoroutier qui tient la comparaison avec des autoroutes de pays qui ont une réputation en la matière depuis longtemps. Donc, il faut que nous ayons l'occasion de continuer à traverser. Mais il faut que nous fassions attention pour que d'ici la fin, il n'y ait pas une dérive qui s'installe. Et cette dérive, c'est à la fois le suivi de ce qui est encore à faire, parce que c'était prévu au contrat. Si on ne le faisait pas, c'est de l'argent perdu. Et si je dis c'est de l'argent perdu, comme j'ai parlé de 2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros, ce n'est pas complètement accessoire, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc c'est normal qu'on regarde ça de très près. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut bien préparer la suite. Parce que si jamais on ne la prépare pas bien pour la suite, si on n'anticipe pas correctement, bien là aussi on risque d'avoir des désordres. Alors ça peut être des ralentissements, voire des suppressions si on n'a pas bien fait, ou alors c'est des nouveaux travaux qui sont à organiser et ce n'est pas réaliste. Il faut rester vigilant, nous resterons vigilants, et je trouve que le débat que nous avons régulièrement, notamment avec les sociétés concessionnaires, ça se passe plutôt bien. On n'est pas toujours d'accord, ce n'est pas toujours des petites fleurs qu'on s'envoie, mais sur la base de choses qui sont établies, nous sommes là pour vérifier, nous le faisons au titre du Parlement et du gouvernement qui nous donnent mission de le faire, et nous le faisons sereinement. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Les travaux, en réalité, sur le recensement de ce qui est encore à faire, les choses avancent bien. La question, c'est maintenant de bien définir la notion de bon état. Ce n'est pas si évident que ça, quand ce n'est pas écrit. C'est quoi une autoroute en bon état, à la fin? Donc, les négociations, notamment sous l'autorité de la DGITM, ont bien avancé. Et je pense notamment à l'ancien DGITM, qui d'ailleurs a un projet qui s'intéressait au niveau de l'ART. On l'avait interrogé et il était conscient que ce n'était pas très facile, mais qu'il faut qu'on avance là-dessus. Et les choses doivent être claires, parce que si ce n'est pas clair avant, ce ne sera pas clair après. Et il y aura des débats. Donc il faut qu'on se mette au clair avant. Il faut qu'on se mette au clair pour la fin des concessions et pour la préparation des concessions suivantes, s'il y a de nouvelles concessions. Il faut que ce soit net pour que ces débats soient clairement établis et reportés. Alors, M. Jacquet, sur le mauvais état du réseau, non, TRI projet. TRI projet, et voilà. Oui, nous sommes plutôt intéressés par la question TRI projet.
à condition de fixer l'ensemble des conditions. Il ne s'agit pas de le faire au doigt mouillé comme on l'a fait à un moment donné. Il s'agit de le prévoir avant. Et sur le fait, le résultat peut être très correct. À lire certains articles de presse, l'ART, le Sénat et la mission IGF-CGEDD ne s'entendraient pas sur les chiffres de rentabilité. Il n'en est rien, à condition de regarder de quoi on parle. Lorsque l'on compare des choses comparables, les différents rapports produits sur le sujet sont similaires. Lorsque l'ART calcule un TRI projet de la concession, elle obtient en moyenne 8%, comme la mission IGF-CGEDD. Lorsque cette même mission IGF-CGEDD calcule un TRI actionnaire de la privatisation, elle trouve en moyenne 11,3%, ce qui n'est pas si éloigné que ça des 10,4% du Sénat. Nous sommes sur des valeurs qui sont comparables. Alors évidemment, il y a des données qui peuvent diverger, mais ce n'est pas autant que cela. La question n'est pas celle des chiffres, c'est celle de leur interprétation. Sur l'opposition entre TRI projet de la concession et TRI actionnaire de la privatisation, je vais être clair, chacun des indicateurs répond à une question différente mais utile. Calculé sur toute la durée de la concession, un TRI projet permet d'analyser la rentabilité sous l'angle du péage. C'est ce qui nous est demandé à nous, ART, par ceux qui sont nos tutelles. On nous demande de le faire et donc nous répondons, TRI projet, nous faisons le calcul qui nous est demandé. Et on l'a mis par écrit pour qu'il n'y ait pas de discussion avec les éléments de comparaison. Il répond à une question essentielle pour un régulateur économique. Est-ce que le péage permet de couvrir les dépenses liées aux aménagements autoroutiers, majorés d'un bénéfice raisonnable? Et donc nous sommes souvent à discuter de ce bénéfice raisonnable. Mais nous n'avons pas sur les péages à décider, puisque les formules des péages sont fixées entre le concédant et le concessionnaire. Quand ensuite on applique ces formules, on arrive au résultat en question. La question de fond, c'est donc de fixer correctement les formules au début et d'avoir tous les éléments pour fixer ces formules. Le deuxième point, le TRI actionnaire de la privatisation mesure la rentabilité pour leurs actionnaires actuels de l'acquisition des sociétés concessionnaires d'autoroutes en 2006. Il répond à une question qui relève de l'évaluation des politiques publiques. Est-ce que les concessions ont été valorisées à leur juste niveau à la privatisation? Je n'ai pas à répondre là-dessus. Nous sommes avec deux démarches différentes. Nous, on dit, calculez-nous quelle est la rentabilité depuis que les autoroutes sont concédées. On le fait volontiers. Et ensuite, il y a cette approche qui avait été faite. L'autorité, quant à elle, calcule un TRI projet de la concession, car c'est la mission que lui a confiée le législateur. Et on me dit encore ici, en conclusion, sur la rentabilité du point de vue de l'ART. Un TRI projet estimé à 8% sur toute la durée des concessions, c'est ce que nous avons dit. Un coût de capital estimé à 7% sur toute la période. Une rémunération des capitaux qui n'est donc pas manifestement excessive, mais des imperfections à corriger. C'est l'objet des propositions, des canaux que nous essayons de mettre en place pour nous éviter les dérives que nous avons pu connaître et qui ne nous semblaient pas les bonnes. Alors j'espère que j'ai répondu à peu près à l'ensemble des questions qui étaient posées. Je pense. Merci, Monsieur le Président. Jacques Fernic, ensuite Philippe Tabarot, et puis Louis-Jean de Nicolaï pour la troisième question de cette série. Merci, Monsieur le Président par intérim. Donc, Monsieur le Président par intérim aussi, cher Philippe, votre expérience collégiale et présidentielle, donc pour cet intérim assez long à l'ART, vous donne une expérience précieuse de la régulation des transports. On a cru comprendre, je me rappelle de l'audition de votre prédécesseur, que parfois il y aurait, je le cite, une volonté de mettre de côté une autorité indépendante qui, même si elle a démontré son expertise, gêne parfois le gouvernement. Et il a rajouté en parlant d'un gouvernement qui serait tenté de faire de la mayonnaise sans œufs. Autrement dit, de travailler à l'avenir des autoroutes sans l'ART. Donc j'ai compris qu'il y a des approfondissements nécessaires pour conforter l'ART dans ses missions et que le Parlement est attendu en la matière.
Alors avec le plan d'avenir pour les transports, la donne semble bouger suite au rapport du COI, le discours de la Première ministre, optant pour le scénario dit de planification écologique et les 100 milliards annoncés. Autrement dit, d'une certaine façon, on a enfin des niveaux d'investissement envisagés qui correspondent à ce que l'ART recommande depuis longtemps. Pour financer ces investissements, donc la Première ministre, on l'a dit, a ouvert la piste d'une importante contribution du secteur autoroutier et aussi de l'aérien. Je sais bien que ce n'est pas l'ART qui en décidera, mais son éclairage est sans doute utile. Pour l'autoroutier, donc, si j'ai bien compris, si nous avons bien compris, l'équilibre financier des concessions est globalement atteint dès maintenant, et donc elles vont encore dégager quelques dizaines de milliards de profits d'ici l'issue des concessions actuelles. Comment réguler le partage de ces milliards entre l'État, ses besoins d'investissement dans les reports modaux, les usagers qui n'ont pas envie de payer des péages trop importants, et puis un petit peu les actionnaires. En outre, donc avec la fin des concessions d'origine qui étaient assises sur des investissements massifs, le COI parle d'une perspective à venir de baisse des recettes de l'ordre de 50 à 70% au regard des règles européennes d'aujourd'hui. Donc cela risquerait paradoxalement de favoriser dans les décennies à venir un mode qu'on cherche au contraire à réduire. Et où, dans ces conditions, trouver cette contribution du secteur autoroutier pour les investissements, pour les transports durables, cette planification écologique. Vous avez parlé des nouvelles perspectives de l'Eurovignette, de taxation pollueur-payeur, congestionnaire-payeur. Ne doivent-elles pas être exploitées à l'avenir? Et notre fameuse taxe alsacienne à l'avenir que vous connaissez bien, en étant une sorte de préfiguration. Merci. Président Tabarot. Oui, Président Mandelli, Président Richert, je vais être plus court que notre collègue Fernic. J'ai deux questions et vous avez répondu en plus à une des deux questions. La première question était pourquoi ces décalages entre vos rapports, ceux de l'IGF et ceux du Sénat? Vous nous avez apporté une réponse probante. Ma deuxième question, vous l'avez évoquée, mais je pense qu'elle est plus compliquée pour avoir une réponse claire, mais je vais quand même la poser. L'autoroute peut-elle financer de manière pérenne, durable, d'autres modes comme le ferroviaire, tout en se décarbonant, sans pour autant matraquer les automobilistes par ces péages, tout en reversant quelques dividendes raisonnables à ses actionnaires? Une équation en plusieurs inconnus. Louis-Jean de Nicolai. Oui, merci, Monsieur le Président. Mais Philippe Tabarot a le don d'ubiquité parce qu'il pose exactement la même question que je voulais poser. Donc, mais on voit son côté brillant là, à ce niveau-là. Oui, Monsieur le Président, merci de toutes ces explications. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est sur l'augmentation du péage. C'est bien 0,85% de l'inflation plus un pourcentage en fonction des travaux. Je voulais juste savoir si c'était toujours d'actualité ou si ça n'est plus d'actualité, puisque je faisais partie, moi, de la mission en 2015, à l'époque où le président de la République était ministre de l'économie, et sur la discussion des 3,5 milliards ou de 3,1 milliards, je ne me rappelle plus très bien, de travaux complémentaires en fonction de l'allongement de la concession. Et puis la deuxième question, Philippe Tabarot vient d'en dire un mot, est-ce que dans l'avenir, sur les concessions, on a déjà calculé ou quelqu'un travaille sur le calcul de la décarbonisation totale des autoroutes avec l'installation des bornes électriques, le fait qu'on puisse ramener les camions, notre collègue en a parlé tout à l'heure, des routes nationales sur les autoroutes. Je sais que Nicole Bonnefoy, notre collègue sur la nationale 10, est très préoccupée par cette question-là. Et nous, sur la nationale 23 dans la Sarthe, on est aussi très préoccupés. Alors, est-ce qu'il y a un travail là-dessus pour faire en sorte qu'on allège sur les routes départementales ou nationales le poids des poids lourds pour les mettre sur les autoroutes et puis la décarbonation, le coût de la décarbonation? Merci. Monsieur le Président, si vous permettez une dernière question, on en aura deux autres. Donc, je vous propose de répondre à ces trois questions, puis on fera une autre série. Jacques Fernic, les milliards de disponibles, évidemment, ce sont des montants importants. Les entreprises qui investissent au niveau de l'autoroutier doivent être payées pour les travaux qui sont faits. Normal. Et c'est normal aussi que pour tout l'argent qui est avancé, il y ait une juste rémunération d'un capital que cela peut rapporter pour le travail qui est fait.
tout ce qu'il faut, c'est qu'au début, on puisse encadrer le mieux. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de telles évolutions? Ça a été rappelé. Comme les péages sont calculés sur l'inflation, quand vous avez des inflations qui entre-temps étaient aux alentours de 10%, ça change considérablement la donne. Quand vous regardez les 3 grandes entreprises historiques sur ces périodes, 2 s'en sont très bien tirés, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Une 3e était juste dans ce qui était prévu, parce qu'elle n'avait pas anticipé l'éventualité de la hausse de péage. Ce sont des réalités qui viennent s'ajouter à ce qui s'est passé. C'est vrai que ces dernières années, quand vous regardez les chiffres des fameuses sociétés concessionnaires, pendant la période où la fréquentation sur l'autoroute a complètement chuté, Covid. Bon, évidemment, les résultats sont moins bons que dans les périodes où ça circulait à plein. Mais enfin, ça se rétablit quand même très vite. Ça se rétablit très vite parce que les taux des péages sont ajustés, parce que la fréquentation est quand même importante, parce que les matériaux doivent être transportés, et donc les choses se rétablissent assez vite. Donc nous sommes dans une situation où on peut expliquer ce qui est raisonnable, jusqu'où nous pouvons aller, et aussi à partir de quand, cas échéant avec un travail complémentaire de ce que nous avions fait, on aurait pu peut-être aller plus. Alors certains disent, est-ce que les autres modalités de transport, par exemple l'avion, est-ce que le même travail est fait? Je vous rassure, nous faisons la même chose pour les aéroports. Le sujet n'est pas là-dessus, mais on fait attention aussi, et des économies entre guillemets sur ce qui était prévu dans les aéroports. Nous avons des résultats aussi à présenter de la même façon. Donc ça revient un peu moins cher que ce qui était prévu dans les augmentations de tarifs qui sont là. Donc on peut aller plus loin. Alors, Philippe Tabarot, est-ce que les autoroutes pourront financer? Tout est aussi une question d'équilibre. À un moment donné, le territoire qui se développe, il y a évidemment des retombées. Donc ces retombées sont utiles, elles permettent des refinancements. On peut imaginer que l'autoroute, sur une partie, peut aider à financer d'autres modes. Est-ce que c'est suffisant? À mon avis, non. Mais quand on a créé l'autorité de financement des infrastructures, au début, on pensait que ça allait ramener beaucoup plus d'argent. Entre-temps, c'est reparti. Le Parlement a fait son travail. Je trouve qu'aujourd'hui, les choses telles qu'elles sont envisagées peuvent être remarquées. Elles sont plus structurées, mieux ficelées, et on peut avancer. Donc, à mon avis, il peut y avoir un reversement qui peut aller là-dessus. Il faut en discuter. À mon avis, les sociétés routières sont même prêtes à envisager le cas. Moins au début, plus aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui peuvent avancer. La question, c'est où est-ce que je veux placer le débat? Au niveau de l'État français. Si l'État français l'engage, c'est bien. Merci Jacques Fernic d'avoir rappelé les propos de la Première ministre en disant qu'elle s'est renseignée et que finalement elle prend maintenant les chiffres de l'ART et depuis ça fonctionne mieux. Moi, ça ne me dérange pas ce genre de choses. Je veux le redire, je n'ai pas de problème à titre personnel avec le gouvernement ni avec les sociétés autoroutières. Je n'ai pas de difficulté. Je n'étais pas candidat à la présidence au début parce que nous étions dans une période de recomposition et qu'il arrive souvent que nous ayons besoin aussi de donner des opportunités à des personnes qui ont des qualités et que c'est tout à fait légitime. Là où j'ai déclaré que j'étais candidat, c'est quand au bout de 6 mois, on n'avait toujours pas de désigné de candidat. J'ai donc dit, écoutez, si ça peut être une solution, moi je suis prêt à être candidat pour la présidence. Visiblement, je n'ai pas été choisi. Après, je ne connais pas les raisons précises, exactes. Je ne vois pas comment nous pourrions sortir de l'existence de ces autorités.
titre personnel, je trouve qu'elles font plutôt du bon boulot. Je ne parle pas de moi, mais je parle de ces autorités. Elles font du bon boulot, qui est utile, qui donne une vision, une transparence qui est efficace. Je trouve que ce serait dommage de ne pas en profiter, de ne pas l'utiliser. Alors à partir de là, est-ce que les coûts qui vont venir, notamment sur la décarbonation, est-ce qu'on a assez d'argent pour le faire? On ne peut pas ne pas s'en occuper. La question environnementale est devenue une question prioritaire. Il faut donc, évidemment, le prendre en compte et regarder comment on peut le financer. Alors, on a des approches sur le coût de ce que cela peut représenter. On ne l'a pas en détail. Je me tourne vers Jordan. Dites-nous. Un milliard ou quelques dizaines de oui, on est tous... Prenez la parole. On n'est sans doute pas au milliard, au pluriel, avec plusieurs zéros dont on a parlé, mais c'est la question au-delà du milliard. Hein. On est dans cet ordre de grandeur. Ben, dans cet ordre de grandeur, on arrive à financer. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le financer. Donc on arrive à le financer. Sur la question, je crois que c'est Philippe qui le demandait sur la hausse des péages. D'abord, elle est prévue par les contrats. La RT a en revanche relevé un effet d'aubaine dans un contexte d'augmentation très forte de l'inflation lié au fait que les péages indexés à 70% sur l'inflation augmentent plus vite que les charges. Voilà. Donc nous sommes effectivement avec des coûts élevés, mais il suffit de le prévoir et de laisser la flexibilité nécessaire pour l'appliquer, et ça peut se faire. Ça peut se faire. Ce n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on peut imaginer. C'est toujours beaucoup d'argent, par définition, parce que c'est beaucoup d'argent qui est mobilisé, notamment par le privé. Donc c'est normal qu'il soit payé correctement en retour. Alors je ne sais pas si l'État a mis en place une structure pour évaluer le coût de la décarbonation. Nous en sommes à des approches qui sont plutôt grossières. Mais c'est des choses qui sont à faire et on n'est pas au bout, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la décarbonation, en grande partie, c'est aujourd'hui l'électrique. Mais nous savons aussi tous, en écoutant les spécialistes, que nous ne sommes sans doute pas au bout, qu'il y a d'autres solutions à prévoir qui peuvent coûter des moyens financiers qui sont à regarder, à ajuster. C'est évidemment le cas pour notre pays, c'est aussi le cas pour les autres. Il s'agit donc de regarder où les priorités seront mises, et ce sont des priorités auxquelles nous pouvons faire face au travers des dispositifs qui sont à mettre en place au niveau de la décarbonation, tout comme au niveau d'une contribution notamment pour le fret ferroviaire. Les chiffres ont été annoncés, on veut un doublement, vous avez tous ça en tête. Si nous voulons aller vers le doublement, la première chose à faire, c'est avoir un bon réseau. Quand vous n'avez pas de bon réseau, vous ne pouvez pas faire circuler les trains aussi vite que ce que vous pourriez. Vous ne pouvez pas avoir la même densité que ceux dont on a besoin. La France a beaucoup de voies ferrées. L'entretien est un peu moins bon en moyenne de ce qu'il pourrait être. Évidemment, si la Première ministre trouve les moyens qu'elle a évoqués, cela permettra de faire face aux défis, qui sont des défis importants. Je pense que le ferroviaire est un domaine dans lequel beaucoup est à faire. Je ne crois pas que le fait de céder aux conseils régionaux les petites lignes soit une solution facile, parce que si c'est cher pour l'État et la SNCF de les entretenir, ces petites lignes, ça ne sera pas nécessairement moins cher au niveau des conseils régionaux. C'est un avis personnel. Donc si ça coûte aussi, on va avoir aussi au niveau des régions du mal à établir l'équilibre. Et les difficultés qu'on commence à rencontrer dans le débat entre l'État et les régions n'est peut-être aussi qu'une traduction de cette formule toute simple. C'est que quand vous avez peu de gens dans les trains, c'est difficile de les rentabiliser. À titre personnel, là où j'étais, lorsque ce n'était pas, entre guillemets, lorsque c'était trop déséquilibré, je ne faisais pas. Mais j'essayais de faire en sorte que ce soit le plus souvent bien équilibré. Donc nous intervenions très en amont, y compris sur les lignes, y compris sur l'entretien des lignes 7 à 9 et compagnie, pour qu'on puisse continuer à entretenir
dans les meilleures relations, ce qui est là-dessus. On le faisait en Alsace depuis un bout de temps, on l'a fait ensuite aussi en Lorraine et Champagne, à la fois dans la continuité de ce qui se faisait déjà dans ces anciennes régions, et parfois avec un vrai accélérateur. Moi, je repense aux Ardennes, où nous avions de vraies difficultés quand on vient de Givet pour aller sur Charleville. Quand j'ai pris la première fois le train, je voyais les bicyclettes me dépasser. Les bicyclettes ne dépassent plus les trains maintenant. Et ça fonctionne bien. Et j'en suis heureux, parce que ça permet d'aller vers ce vers quoi nous tendons, plus de prise en compte environnementale, raisonnable, sans que ce soit tous les matins une révolution. C'est des choses qui permettent de s'inscrire sur la durée, même si ce n'est pas aussi bon que ce qu'on aurait pu. Si vous le permettez, je vais peut-être laisser mon voisin compléter ou Sophie sur des points que je n'aurais pas évoqués suffisamment dans les réponses. Je vous en prie. Si ce n'est pas interdit complètement. Non, pas du tout. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Sur la question de la décarbonation des autoroutes, relativement à la question qui a été posée, en fait, il y a deux sujets. Hein. Il y a le sujet des investissements à réaliser et le sujet de leur financement. Le COI le reconnaît lui-même dans son rapport, il n'y a pas d'évaluation aujourd'hui consensuelle ou endossée en tout cas par la puissance publique du montant d'investissement à réaliser pour décarboner les autoroutes. Vous avez une société de concessionnaire d'autoroutes qui, avec un cabinet de conseil, a rendu public une étude qui chiffre à plusieurs dizaines de milliards d'euros les investissements nécessaires. Mais il y a quand même des grosses incertitudes qui sont liées aux technologies de décarbonation des poids lourds. Et donc, si vous prenez la part, on va dire, la moins discutable de ce montant d'investissement, vous êtes de l'ordre de quelques milliards d'euros. Donc, on va de quelques milliards à quelques dizaines de milliards. Et aujourd'hui, il n'y a pas de travail équivalent à celui du COI, par exemple, en matière d'investissement de décarbonation des autoroutes. Alors, une fois qu'on a dit ça, se pose la question de savoir comment les financer. Il y a l'échéance des contrats de concession actuels. S'il y a une remise en concurrence, enfin, si la puissance publique choisit de maintenir un modèle concessif qui a ses mérites en matière de financement des investissements par la logique usager-payeur, c'est le cahier des charges des futures concessions qui prévoiront des investissements à réaliser pour s'inscrire dans cette transition écologique des autoroutes. Donc ça, c'est à horizon 2031 à 2036 selon l'échéance des contrats historiques. Après, vous avez le court terme entre aujourd'hui et une éventuelle remise en concurrence des autoroutes. Là, ce qu'écrit l'ART dans son rapport de janvier 2023, c'est qu'il est possible, en ayant recours à une modalité de financement un peu innovante, qui est le recours à une SOULT, eh bien, de financer dès à présent des investissements de décarbonation qui seraient nécessaires à court terme, sans alourdir de manière trop importante les péages autoroutiers, puisqu'il n'y aurait qu'une partie de ces investissements qui seraient amortis jusqu'à la fin des contrats de concession actuels, l'autre étant porté par le futur concessionnaire. Et évidemment, c'est une façon de réaliser ces investissements sans attendre le renouvellement éventuel des concessions, sans alourdir les péages et sans avoir à allonger les contrats de concession historiques. Et l'autorité a appelé l'État à conduire les diligences, les investigations qui permettent de savoir si cet outil peut ou non être utilisé. Voilà la seule chose que je voulais rajouter sur cette question de la décarbonation des autoroutes. Très bien. Un complément, Monsieur le Président. Sinon, on passe aux deux dernières questions, en l'occurrence celle de Étienne Blanc et de Jean-Claude Anglard, pour terminer. Oui, merci, Monsieur le Président. Incontestablement aujourd'hui, il faut constater que la situation de nos autoroutes s'est améliorée, qui sont de qualité et qu'on est au niveau européen. Ça veut dire, pour être clair, que le système concessif est un bon système si on regarde l'objectif. Alors après, eh bien, il y a le problème de la décarbonation. Alors après, il y aura la question de savoir si l'autoroute doit financer d'autres modes de transport. Mais c'est un autre sujet, ça sera dans le contrat. Non, moi, je voudrais vous poser une question. Parce que nous sommes dans un pays dans lequel, malheureusement, lorsqu'une entreprise fait des résultats très positifs, elle est stigmatisée. C'est le cas aujourd'hui. Oh là là, ces sociétés concessionnaires d'autoroutes, elles ont fait des résultats et ces résultats n'ont profité qu'aux actionnaires, n'ont pas profité aux Français. Et tout ça, ça a été fait sur le dos des usagers qui payent des droits de péage qui sont excessifs. En tout cas, c'est la majorité de la presse qui présente de la sorte
le système concessif. Et puis, il y a la sanctuarisation des entreprises qui font des pertes. Et en France, une entreprise qui fait des pertes et qui est subventionnée, finalement, c'est pas si mal que cela. Voilà. On est dans un système qui marche sur la tête. Tout ça parce que lorsqu'il y a un bénéfice, lorsqu'il y a un résultat positif, ce résultat positif, en l'état actuel du système concessif, eh bien évidemment, il profite à la société, donc indirectement à ses actionnaires. Et ma question, elle est simple, Monsieur le Président. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre système qui serait un système intermédiaire dans lequel, sur les résultats, on pourrait identifier la part qui va à l'investissement, la part qui va à la rémunération du capital, ce qui est bien normal, puisque nous sommes dans une entreprise. Et puis, il y a une part que vous avez appelée le bénéfice raisonnable. Et on pourrait parfois constater qu'il y a des bénéfices qui ne sont pas raisonnables. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un système dans lequel, au titre du traité de concession, lorsque le bénéfice est considéré comme déraisonnable, il y a une répartition entre l'entreprise et l'État? Est-ce que c'est possible en droit européen? À ma connaissance, c'est parfaitement possible en droit français. En l'état actuel, est-ce que c'est une réflexion qui est menée? Et si elle n'est pas menée, pourquoi ne l'est-elle pas? Merci pour cette question. Étienne, Jean-Claude. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, Monsieur le Président, je voudrais avoir votre avis sur un sujet qui concerne donc ce qui a été décidé il y a peu de temps, c'est-à-dire que l'État s'est délesté de 10 000 km de route au profit des collectivités territoriales, régions ou départements. Et on voit que sur le sujet, sur ces 10 000 km, aujourd'hui, il n'y en a que 2 400 où le contrat, je dirais, est arrivé au bout. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord entre les collectivités et l'État. Donc c'est un sujet qui n'avance pas beaucoup. Et si je vous parle de ce sujet-là, c'est parce que je pense à un sujet très précis et à une autoroute non concédée très précise, qui est l'axe Toulouse-Lyon. L'A68 qui croise la 75 et qui traverse donc notre département, l'Aveyron. C'est pour ça que je me permets de vous demander votre avis sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que l'État, sur ce sujet, va rouvrir la possibilité d'avoir de nouvelles concessions ou pas, non concédées ou concédées? Et bien sûr, la deuxième question, c'est, puisque l'État a des difficultés aujourd'hui pour participer au projet des collectivités territoriales, régions ou départements, est-ce que vous pensez qu'en ouvrant les nouvelles concessions, on pourrait trouver un moyen de financer des autoroutes non concédées? Et je pense très clairement aux 40 km qu'il reste à faire, n'est-ce pas, entre Rodez de l'Aveyron et le croisement de la 75 sur notre département. Merci de votre avis. Merci. Monsieur le Président. Je peux. Merci. Alors, je voudrais dire que par rapport à la première intervention, c'est des choses. Alors, je ne vais peut-être pas le dire automatiquement en termes de président de l'autorité, mais à titre personnel, je trouve qu'on a quand même énormément avancé sur la qualité des autoroutes. Il faut le reconnaître. Quand on prend aujourd'hui nos autoroutes, on roule dans de bonnes conditions. On n'a pas besoin d'aller à tout prix beaucoup plus loin. On a fait de vrais progrès. Il faut le reconnaître. Et si on a fait ces progrès, y compris dans l'entretien régulier, y compris dans des questions d'environnement pour la récupération des eaux de pluie, le long, etc., ben on le doit d'abord à ces sociétés autoroutières qui l'ont fait. Donc moi, je le reconnais volontiers et je pense que oui, il faut être fier quand on a des entreprises qui se développent, qui font ce qu'on leur demande. Et si ensuite on s'est rendu compte que dans le débat, on aurait pu aller un peu plus loin, ben faisons le nécessaire pour corriger. Donc nous, on est là pour dire, là, il nous semble utile de corriger. On précise parfois même comment on pourrait, le cas échéant, corriger pour qu'on soit plus efficace. Et donc, nous avons dit, nous, au niveau de l'autorité, tous, que ce modèle qui était là était un modèle qu'on peut prendre à condition d'enlever ce qui n'est pas bon. La durée trop longue, trop d'incertitudes, des renégociations dans un cadre qui n'est pas assez concurrentiel. Donc, il faut préciser cela. Je trouve aussi l'autorité de régulation pourrait avoir en la matière des compétences un peu nouvelles. Et je le redis, ce n'est pas des questions de « ils ont les chevilles qui enflent, ils ne savent pas comment vouloir encore plus de pouvoir ».
Enfin, j'estime que nous sommes des gens à peu près normaux, qui fonctionnent à peu près raisonnablement, et on essaye d'apporter des solutions, y compris au niveau technique, pour qu'on puisse avancer de façon raisonnable. Donc moi, je pense qu'on peut le faire, et donc tout est là. Et s'il faut redéfinir un petit peu dans les cadres futurs, à la fois la question du risque, parce que parfois le risque est cher payé. Donc il y a des situations où sur certains nombres d'opérations, on pourrait voir autrement la couverture du risque, avec en particulier l'État. On pourrait le faire pour avoir moins d'incertitudes, pour avoir un fonds qui soit moins lourd à porter sur le futur. Donc moi, je trouve que nous avons la donne entre nos mains. Et je trouve que globalement, avec ce que j'ai en retour, de ce que j'apprends, de ce que décide le gouvernement. Je ne suis pas au courant. Deuxième question, je ne vais pas pouvoir répondre parce qu'il ne me téléphone pas en me disant voilà ce que j'ai envie de faire. Donc je ne suis pas au courant. Mais il me semble que les voies qu'on est en train de prendre, que nous sommes en train de prendre, correspondent à ce qu'on avait. Nous, on était vraiment inquiets du fait que rien ne bouge. Ça bouge aujourd'hui. On n'est pas d'accord avec tout, certes, mais on voit bien que les balises se mettent en place, il faut qu'elles soient les plus efficaces possibles, il faut qu'on puisse progresser de façon intéressante. À la question de Jean-Claude, est-ce que 10 000 km délestés pour aller vers les collectivités, ça peut simplifier? Oui. Et certaines collectivités peuvent avoir un réel intérêt à le faire. Il n'y a pas de raison. On peut le faire. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Condition de regarder dans l'équilibre général la nécessité de faire ces opérations une fois que c'est porté, mais ça peut être une façon de faire. Je trouve qu'au niveau des collectivités, c'est une façon de transférer des compétences. Moi, j'ai été fondamentalement décentralisateur, mais décentralisateur dans l'idée de ce qu'était à l'époque celui qui avait porté la décentralisation, le ministre de l'Intérieur. C'était dans l'idée que l'État laisse expérimenter. Que la décentralisation, c'est aussi faire des choses aux collectivités qui n'étaient pas automatiquement prévues. C'est qu'on puisse adapter. La décentralisation, ce n'est pas l'État qui décide tout et qui ensuite dit aux collectivités, maintenant pour le faire, je vous laisse voilà, l'opportunité de le faire ou pas. Il faut qu'on ait foi en la décentralisation, parce que c'est la seule façon de retrouver la confiance de nos concitoyens. La confiance de nos concitoyens passe par le fait qu'on décide localement, par des implications, par des choix qui sont faits sur la base de ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que ça, c'est indispensable pour tous, pour ceux d'aujourd'hui et de demain, et ça aurait été indispensable aussi pour ceux d'hier déjà. La décentralisation, ce n'est pas juste je décide moi, et puis vous pouvez le faire pour essayer de regarder comment vous pouvez vous en tirer au mieux. Et donc les 10 km, ça ne peut pas être juste quelque chose qui peut... Voilà, je trouve que 10 km d'autoroute, 10 km de route, c'était intéressant. Moi, je m'étais battu à l'époque en tant que président de région pour que les routes reviennent à la région, en termes d'organisateur du développement territorial. Ça me paraissait cohérent. Puis les gouvernements ont changé, ils ont fait le contraire, bah, ils ont le droit, hein, c'est la démocratie. Mais à un moment donné, il faut que dans la décentralisation, il faut qu'on ait plus de durée, il faut qu'on réaffirme régulièrement ce que c'est et qu'on laisse des opportunités de découvrir comment on peut aller plus loin. Alors tout à l'heure, on me demandait pourquoi, certains me disent pourquoi ils ne t'ont pas choisi pour être président. Très franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais le secrétaire général de l'Élysée, qui n'est pas n'importe qui, m'a mis par écrit « Ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas te nommer 2 fois. Un membre de l'autorité ne peut être nommé qu'1 fois. Mais une fois qu'on y est dans la durée en question, rien n'interdit, si on est vice-président, de devenir président. » me semble-t-il. C'est ce que je lui ai répondu. Il a dit, il va vérifier, puis il me répondra. Il ne m'a plus répondu. Mais il a dit, c'est la SGG qui a dit ça. J'ai dit, à mon avis, elle se trompe. Et nous avons nous-mêmes vérifié et nous pensons plutôt que c'était possible. Et quand je dis nous pensons que c'était plutôt possible, c'est-à-dire que je suis sûr que c'était possible.
Mais l'analyse était différente, et quand on est plusieurs, on peut avoir des analyses différentes. Donc moi, je pense que les choses avancent plutôt bien. Il faut regarder pour qu'on puisse bien cadrer, qu'on puisse bien accompagner, pour que, y compris l'autorité, puisse avoir son rôle intelligent à définir dans le futur. Et dans cette co-construction, moi, je suis prêt à rentrer dans ce débat de co-construction. Vraiment, rien à perdre. Tout ce que je fais encore, vous savez, la couleur des cheveux montre que l'avenir politique est passé. Hein, donc ça ne vaut pas la peine de discuter de ça, donc c'est fini. Donc moi, je suis là, je peux essayer de regarder comment, là où je suis, je peux apporter quelque chose. J'ai par ailleurs des choses que je fais dont je suis très heureux. Je suis président d'une association qui s'occupe de personnes handicapées et de protection de l'enfance. J'ai 1500 salariés là-bas, j'ai un budget de 100 millions, et c'est bien. Je suis très heureux de le faire. Et voilà, donc on espère qu'on trouvera, mais je suis sûr qu'on trouvera, avant la fin des concessions, un nouveau président pour la RT. Merci, Monsieur le Président. Et non, mais il y a une chose, c'est vraiment intéressant. Au début, c'est hard. Hein, quand on rentre dedans, c'est dur. Y compris, je pense, pour toi aussi, tu as d'abord. Mais une fois qu'on y est et qu'on se donne, c'est vraiment intéressant. C'est quand même pas possible qu'on ne trouve pas un président. C'est pas possible. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous d'avoir répondu aux nombreuses questions des collègues que je remercie pour leur présence et la pertinence de leurs questions. Au travers de vos réponses, bien sûr, vous avez apporté un grand nombre d'éléments, mais vous avez surtout démontré que vous étiez plus qu'un président par intérim, président à part entière de cette structure à laquelle nous sommes attachés, et vous avez aussi conforté, je pense, les parlementaires dans la place et le rôle important que doit jouer l'ART dans la régulation, puisque c'est sa mission, mais aussi dans la projection, dans les perspectives et l'adaptation, que ce soit d'ailleurs sur les concessions autoroutières ou sur tous les autres sujets, l'adaptation des conditions d'exploitation, de contrôle de l'ensemble des sujets qui sont confiés à l'ART, qui ne demandent qu'à grandir, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs. Et bon courage.